Et si tout ce qu'on vous raconte sur l'Algérie était complètement faux? Et si derrière cette accusation choquante se cachait en réalité une toute autre vérité que personne ne veut voir? Pourquoi la Jordanie accuse Alger d'avoir coupé le gaz, alors que certaines informations indiquent exactement le contraire? Pourquoi ce récit se propage aussi vite sans que personne ne vérifie ce qui se passe réellement en coulisses? Et surtout, comment expliquer que, pendant que certains crient à la crise, l'Égypte, elle, célèbre presque en silence ce que l'Algérie a réussi à envoyer depuis l'Italie? Coïncidence, stratégie ou manipulation bien orchestrée? Aujourd'hui, on ne va pas juste raconter cette histoire, on va la démonter pièce par pièce. Et tu risques de voir les choses très différemment. Mais avant d'aller plus loin, prends juste 2 secondes, écris en commentaire, vérité ou manipulation, pas besoin de réfléchir longtemps. Dis-moi ce que tu ressens vraiment à ce stade. Est-ce que tu crois à ce qu'on raconte ou tu penses qu'il y a quelque chose de caché derrière tout ça? Ton avis est important parce que cette histoire divise énormément et chacun voit une version différente. Et si tu veux que ce genre de contenu continue, des analyses, sans filtre, sans raccourci, prends 1 seconde pour liker la vidéo. Parce que ce que tu vas entendre maintenant, ce n'est pas juste une simple information de plus, ça pourrait bien remettre en question tout ce que tu pensais avoir compris jusque-là. Tout commence par une accusation choc, une phrase qui circule rapidement, reprise, amplifiée, presque acceptée sans discussion. La Jordanie affirme que l'Algérie aurait coupé ses approvisionnements en gaz. Une décision lourde de conséquences, presque impensable quand on connaît la réputation d'un pays qui depuis des années construit son image sur la fiabilité et le respect de ses engagements énergétiques. Couper le gaz, ce n'est pas juste une décision technique, c'est un signal politique fort. Alors très vite, le doute s'installe, est-ce vraiment possible? Pourquoi maintenant? Et surtout, dans quel contexte? Mais plus on regarde de près, plus quelque chose dérange, car pendant que cette accusation se répand, pendant que certains parlent de crise et de rupture, ailleurs, le ton est complètement différent. Ailleurs, il n'y a ni panique, ni plainte. Au contraire, certains pays observent la situation avec un calme surprenant. Mieux encore, ils en tirent avantage, et c'est là que tout bascule, parce qu'au même moment où une porte semble se fermer, une autre s'ouvre ailleurs, et certains ne subissent pas cette situation, ils la célèbrent presque discrètement, comme si, derrière cette crise apparente, se cachait une réalité totalement différente. Imagine la scène, une salle fermée, loin des caméras, loin des déclarations officielles. Les portes sont closes, les téléphones posés sur la table et les visages sont tendus. Autour de cette table, des responsables échangent à voix basse, mais avec urgence. Les chiffres défilent, les rapports s'accumulent, et une réalité devient de plus en plus difficile à ignorer. Le gaz commence à manquer. Chaque minute compte. Chaque décision peut aggraver ou calmer la situation. Les regards se croisent. La pression monte, et dans ce silence lourd, une question finit par s'imposer, presque naturellement. Pourquoi l'Algérie n'intervient pas? Pourquoi elle reste en retrait alors que la crise s'intensifie? Certains parlent de choix politiques, d'autres évoquent une prise de position stratégique. Et très vite, une version commence à s'installer dans les esprits. Mais ce que personne ne dit à haute voix, ce qui ne sort pas de cette pièce, c'est que l'histoire ne commence pas ici. Parce qu'avant les tensions, avant les accusations, il y avait eu des discussions, des propositions, des offres posées sur la table, dans des conditions que certains décrivent comme exceptionnelles, une main tendue, discrète, presque invisible pour le grand public. Et pourtant, cette main n'a pas été saisie. Alors une autre question, plus dérangeante encore, commence à apparaître dans l'ombre. Et si le problème n'était pas l'absence d'aide, mais le refus de cette aide, un détail que personne ne mentionne publiquement, mais qui pourrait bien changer toute la lecture de cette crise. Oui, contrairement à ce qui circule largement, l'histoire semble bien plus complexe que ce qu'on veut nous faire croire. Plusieurs sources concordantes évoquent un point précis, rarement mis en avant. L'Algérie aurait bien proposé du gaz. Pas seulement proposé, mais dans des conditions que certains décrivent comme exceptionnellement avantageuses. Des prix difficiles à égaler sur le marché actuel, des conditions stables, sans pression apparente, une offre qui, en temps de tension énergétique, aurait pu soulager immédiatement la situation. Alors une contradiction apparaît. Si cette proposition existait réellement, pourquoi le discours public raconte-t-il autre chose? Pourquoi parle-t-on d'un refus d'aider alors qu'une aide aurait été envisagée? En creusant davantage, les versions commencent à diverger.
D'un côté, un récit officiel qui accuse, de l'autre, des déclarations, des indices, parfois discrets, qui suggèrent une réalité différente. Et c'est là que les questions deviennent inévitables. Qui a réellement pris la décision finale? Était-ce un choix purement économique ou une décision influencée par d'autres considérations? Car dans ce type de situation, les décisions ne sont jamais simples, elles impliquent des alliances, des intérêts à long terme, des équilibres parfois fragiles entre plusieurs partenaires. Refuser une offre avantageuse, ce n'est jamais anodin. Cela peut signifier préférer un autre fournisseur, respecter un engagement déjà établi, ou même éviter de dépendre d'un acteur devenu trop stratégique. Et plus on analyse les éléments disponibles, plus une idée commence à émerger. Lentement, ce refus n'est peut-être pas une erreur, mais une décision calculée, parce que derrière chaque refus apparent, il y a souvent une logique invisible, une stratégie qui ne se montre pas immédiatement, mais qui influence toute la suite des événements. Si on prend un peu de recul, l'histoire dépasse largement une simple question de livraison ou de rupture d'approvisionnement. Aujourd'hui, le gaz n'est plus une ressource ordinaire que l'on vend et que l'on achète comme un produit quelconque. Il est devenu un levier d'influence, un outil discret, mais extrêmement puissant. Dans un monde marqué par les tensions énergétiques, chaque mètre cube compte. Chaque contrat signé engage bien plus que des volumes, il engage des relations, des dépendances, parfois même des positions politiques. Alors chaque décision prend une autre dimension. Accepter une offre, ce n'est pas seulement résoudre un problème immédiat, c'est aussi choisir un partenaire, créer un lien, s'inscrire dans une dynamique qui peut durer des années, et à l'inverse, refuser une proposition, même avantageuse, peut être une manière de préserver un équilibre ou de ne pas basculer dans une dépendance jugée risquée. C'est dans ce contexte que la situation prend tout son sens, car aujourd'hui, les flux énergétiques redessinent silencieusement la carte du monde, les alliances ne se font plus uniquement autour des discours, mais autour des pipelines, des contrats et des garanties d'approvisionnement. Et dans ce jeu complexe, certains acteurs prennent une importance nouvelle. L'Algérie, par exemple, ne se limite plus à son rôle traditionnel de fournisseur. Sa position géographique, ses ressources et sa capacité à répondre rapidement à certaines demandes lui donnent un poids stratégique croissant. Elle devient un point d'équilibre, un partenaire convoité, un acteur capable d'influencer sans forcément s'exprimer directement. Et c'est précisément ce qui rend chaque décision encore plus sensible, parce que dans ce type de configuration, ce ne sont pas seulement les volumes de gaz qui circulent, ce sont des choix, des orientations, des messages implicites envoyés à d'autres partenaires. Alors quand une offre est faite ou refusée, ce n'est jamais un simple détail technique, c'est un mouvement dans un échiquier beaucoup plus vaste, où chaque pièce avance avec une logique qui ne se révèle pas immédiatement. Et pendant que certaines voix accusent, pendant que le débat s'enflamme autour d'un supposé refus, une autre réalité se dessine, beaucoup plus discrète, presque invisible. L'Égypte, elle, ne parle pas de crise, au contraire, elle reçoit du gaz. Pas dans un climat de tension, mais dans une dynamique presque maîtrisée, comme si tout cela faisait partie d'un scénario déjà anticipé. Et ce n'est pas seulement une réception symbolique, elle en tire un avantage réel, un soulagement énergétique à un moment clé. Ce qui rend la situation encore plus troublante, c'est la manière dont cela se produit. Un envoi discret, loin des grandes annonces, loin des polémiques, un flux qui passe presque inaperçu pour le grand public, mais qui, pour les observateurs attentifs, change complètement la lecture des événements, parce que soudain, le récit initial commence à se fissurer. Si l'Algérie avait réellement décidé de fermer la porte, comment expliquer que, dans le même temps, elle en ouvre une autre ailleurs? Comment comprendre qu'un pays soit accusé de retrait, alors qu'il agit concrètement sur un autre front? Et là, une question plus dérangeante commence à émerger, lentement, mais sûrement. Pourquoi certains pays reçoivent du gaz sans difficulté apparente, alors que d'autres parlent de refus ou de blocage? Est-ce une question de timing, de priorité, ou bien quelque chose de plus profond? Peut-être des relations construites dans la durée, des accords passés en amont, ou des choix stratégiques qui ne sont pas visibles publiquement. Car dans ce type de situation, ce qui se voit n'est souvent qu'une partie de l'histoire, et ce qui ne se voit pas peut être bien plus déterminant. On vous parle souvent de solidarité arabe, on vous répète cette idée comme une évidence, presque comme une règle qui ne se discute pas. Mais quand on regarde les faits, quand on observe ce qui se passe réellement sur le terrain, une autre image apparaît, beaucoup plus froide, beaucoup plus directe. Chacun joue pour ses intérêts,
Pas forcément contre les autres, mais rarement pour eux. Parce qu'aujourd'hui, les décisions ne se prennent plus uniquement sur des principes, elles se prennent sur des calculs, des équilibres à maintenir, des risques à éviter, des opportunités à saisir, parfois au bon moment, parfois au détriment d'un autre partenaire. Et dans ce contexte, l'énergie devient le cœur du jeu. Pas seulement parce qu'elle est essentielle, mais parce qu'elle donne du pouvoir, un pouvoir silencieux, un pouvoir qui ne passe pas par des discours, mais par des choix concrets. Qui livrer, quand livrer, à quelles conditions. Et derrière ces décisions, il y a toujours des conséquences, parce que celui qui contrôle l'énergie ne contrôle pas seulement une ressource, il influence les équilibres, il pèse sur les décisions, il devient, sans forcément le dire, un acteur central, et c'est là que tout prend une autre dimension. Ce n'est plus une simple histoire de gaz, ce n'est plus une simple accusation entre pays, c'est un jeu beaucoup plus large, où chaque mouvement est calculé, où chaque silence peut être stratégique, et où chaque décision peut redéfinir les rapports de force sans jamais être annoncé clairement. Et si tout ce que l'on vient de voir n'était en réalité qu'une façade, une version simplifiée, racontée pour être comprise rapidement, partagée encore plus vite, mais qui laisse de côté l'essentiel, ce qui se joue vraiment en profondeur. Parce que plus on avance dans cette histoire, plus une impression s'installe, rien n'est totalement clair. Les accusations circulent, les réactions s'enchaînent, les récits s'opposent, mais au milieu de tout ça, la vérité semble toujours partiellement cachée, comme si elle était fragmentée entre plusieurs versions concurrentes. Et si le problème n'était pas seulement économique ou énergétique, mais beaucoup plus stratégique, et si derrière ces accusations publiques, derrière ces déclarations officielles, se cachait une guerre invisible, une guerre qui ne se voit pas sur les champs de bataille, mais dans les discours, dans les narratifs, dans la manière dont chaque pays est présenté au monde. Dans ce type de guerre, il n'y a pas toujours de confrontation directe, il y a des interprétations, des récits construits, des images projetées, et surtout, une bataille pour contrôler la perception. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus seulement ce qui est fait qui compte, mais la manière dont cela est perçu. Une décision peut être économique dans son origine, mais politique dans sa lecture. Un choix peut être stratégique, mais interprété comme une rupture. Et une simple absence de communication peut devenir, dans certains récits, une preuve d'hostilité. C'est là que les lignes deviennent floues. Et dans ce flou, certains acteurs se retrouvent exposés plus que d'autres. L'Algérie, dans ce contexte, apparaît comme un point sensible, un acteur central dans plusieurs équilibres énergétiques, mais aussi un acteur souvent placé au centre de récits contradictoires, parfois présenté comme fournisseur fiable, parfois évoqué comme levier de pression, parfois même intégré dans des narrations qui dépassent largement les faits initiaux. Et c'est ici que la question devient plus profonde. Est-ce que l'Algérie est simplement un acteur énergétique, paix parmi d'autres, ou est-elle devenue un élément stratégique que certains cherchent à influencer dans la manière dont elle est perçue? Car dans les relations internationales, la perception est parfois aussi puissante que la réalité elle-même. Un pays peut continuer à honorer ses engagements, tout en étant décrit différemment dans certains récits. Un accord peut exister, mais être minimisé, ignoré ou réinterprété selon les intérêts de celui qui raconte. Et dans cette dynamique, la frontière entre information et narration devient extrêmement fine. Alors une autre hypothèse apparaît, plus silencieuse, mais persistante, et si certaines tensions ne venaient pas uniquement des faits, mais de la manière dont ces faits sont racontés, et si l'objectif, dans certains cas, n'était pas seulement de comprendre, mais de construire une image où certains acteurs deviennent responsables, où d'autres apparaissent comme victimes, et où la complexité réelle disparaît derrière un récit plus simple, plus viral, plus efficace. Dans ce type de contexte, chaque mot compte, chaque accusation pèse, chaque silence peut être interprété. Et au centre de tout cela, l'Algérie se retrouve projetée dans un espace où elle n'est plus seulement jugée sur ses actions, mais aussi sur la manière dont ces actions sont racontées, interprétées, amplifiées. Alors, la question finale reste ouverte et volontairement inconfortable, et si cette histoire ne parlait pas seulement de gaz, de contrat ou d'approvisionnement, mais d'une bataille beaucoup plus large, où l'image, la perception et l'influence deviennent les véritables enjeux, alors on arrive au moment où toutes les versions se croisent, se contredisent et finissent par laisser une seule chose derrière elles, le doute. D'un côté, un récit qui parle de refus, de tension, de décisions difficiles à comprendre. De l'autre, des éléments
qui suggèrent une réalité beaucoup plus nuancée, où les choix ne sont jamais aussi simples qu'ils sont présentés publiquement. Et entre les deux, il reste une zone grise, celle où personne ne donne toutes les réponses, celle où chaque acteur défend sa propre version, celle où les faits existent, mais où leur interprétation change tout. Alors une question revient, encore et encore, l'Algérie a-t-elle vraiment refusé d'aider, ou est-ce que la situation a été racontée d'une manière qui ne reflète pas entièrement ce qui s'est passé, parce que dans ce type de dossier, il faut comprendre une chose essentielle. Ce que le public voit n'est souvent qu'une partie du puzzle. Les décisions énergétiques, les relations diplomatiques, les accords bilatéraux, tout cela ne fonctionne jamais sur une seule dimension. Il y a les besoins immédiats, il y a les engagements passés, il y a les équilibres régionaux, et parfois même des considérations qui ne seront jamais rendues publiques. C'est pour cela que deux personnes peuvent regarder la même situation et en tirer deux conclusions totalement opposées. L'une verra un refus, l'autre verra une stratégie. L'une parlera de rupture, l'autre parlera de repositionnement. Et aucune des deux lectures ne sera forcément complète à elle seule. C'est là que le débat devient intéressant, mais aussi frustrant, parce qu'on cherche une vérité claire dans un système qui, lui, fonctionne souvent dans la nuance, le compromis et l'équilibre. Alors au final, ce n'est plus seulement une question de gaz, ce n'est plus seulement une question de pays ou de contrat, c'est une question de perception, de lecture, d'interprétation, et peut-être même de narration, parce que selon la manière dont une histoire est racontée, le même événement peut devenir une preuve, une erreur, une stratégie ou une injustice, et dans ce cas précis, chacun semble avoir une version différente de la même réalité. Alors je te laisse avec cette dernière réflexion, volontairement ouverte, sans réponse imposée. Et si la vraie question n'était pas qui a raison, mais pourquoi ces versions sont-elles si différentes? Maintenant, c'est à toi de décider comment tu lis cette histoire. Dis-moi en commentaire